Bonsoir à tous. Merci de votre ponctualité et avec un horaire inhabituel par rapport à notre conseil, mais l'ordre du jour étant conséquent, vous avez bien tous voulu accepter qu'on puisse anticiper ce conseil municipal. Nous avons deux invités, donc Madame Carlier qui travaille pour le Trésor public et qui est conseillère auprès des collectivités locales, qui présentera tout à l'heure en duo avec Pascal Évin, notre ministre des Finances, le budget. Et puis, j'ai convié également Stéphane Orlaville, que vous connaissez sans doute, qui est le chef de notre police municipale par rapport au sujet de la délibération concernant les armes létales. Bienvenue à nos amis journalistes, toujours fidèles au poste, et puis à notre vidéaste qui est toujours présent et qui fait un excellent travail. Donc voilà, je vais commencer par faire l'appel. Donc Thierry Noguet, donc présent. Isabelle Leclanche a donné un pouvoir à Florence Talbourdel. Didier Talbourdel. Présent. Pascal Évin. Présent. Catherine Jaunet. Présent. Hervé Battistella est excusé et a donné un pouvoir à Dominique Cadivois. Karine Huette. Présent. Michel Molin. Présent. Béatrice Riffaut, pardon. Excuse-moi. Oui, présente. Julien Grégoire. Présent. Carole Jahan est excusée et a donné un pouvoir à Patrice Lelièvre. Patrice Lelièvre. Malika Gallet, je ne l'ai pas vue. Ah, elle est bloquée dans les bouchons. Donc on va dire qu'elle est présente et on mettra à l'heure de son arrivée. Bruno Chartier. Présent. Mélène Prodhomme est excusée et a donné un pouvoir à Bruno Chartier. Florence Talbourdel. Présent. Christine Dalba. Présent. Roselyne Lemestre. Présent. Cédric Huette. Je ne sais pas pourquoi je veux me rajouter des lettres au nom de famille. Je suis désolé. Vanessa Lemestre. Christophe Mouich a donné un pouvoir à Didier Talbourdel, Dominique Cadivois, présent. Annie Santerre, oui, Pascal Plissonneau, présent. Marie-Christine Delahaye a donné un pouvoir à Joël Jouan, présent. Alain Delaunay, présent. Mallory Pénanec est excusé pour maladie, et Hugues Pétrel, présent. Je vous remercie. Alors Joël va avoir fort à faire puisque non seulement il représente une de ses collègues et il représente aussi la personne qui est absente, mais il va aussi, je lui ai proposé d'être secrétaire de séance et avec joie il a accepté. Merci Joël. Donc Malika nous a rejoint, donc elle est bien présente. Non, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut et c'est vrai que la route de Saint-Nazaire à venir à Montoire est un peu compliquée de nos jours. Voilà, donc on va passer à l'ordre du jour. Donc le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 19 décembre 2024. Le procès-verbal du Conseil municipal du 19 décembre a été adressé par mail à l'ensemble des élus le 22 janvier 2025. Est-ce que sur ce procès-verbal, il y a des commentaires ou des précisions à rajouter ? Je n'en vois pas. Donc je vous demande d'approuver et d'adopter ce procès-verbal. Y a-t-il des abstentions ? Des avis contraires? Je vous remercie. Le deuxième point, c'est l'installation d'une nouvelle conseillère municipale suite à la démission de M. Frédéric Amado. Donc, M. Frédéric Amado, par courrier en date du 24 janvier 2025, nous a fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions de conseiller municipal pour raisons personnelles. Conformément à l'article 21-21-4 du Code général des collectivités territoriales, cette démission est effective dès sa réception par le maire, soit le 27 janvier 2025, et Monsieur le Préfet en a été informé immédiatement. Conformément à l'article L270 du Code électoral, Madame Annie Santerre, suivante immédiate sur la liste Unie pour Montoire, dont faisait partie Monsieur Amado lors des dernières élections municipales, a été contactée et a accepté ce poste par courrier en date du 12 février 2025. Madame Annie Santerre est donc installée en qualité de conseillère municipale. Donc Annie, bienvenue. Si tu veux dire quelques mots pour te présenter succinctement par rapport à ton ancienneté sur Montoire de Bretagne notamment. Tu mets ton micro s'il te plaît, pour qu'on puisse... Voilà, merci. Oui, mais je ne suis pas née à Montoire, mais je suis née sur Saint-Nazaire. Mais bon, ça fait depuis 1961 que je suis là. Je suis née, donc... je suis toujours restée sur Montoire. Autrement, là, dernièrement, avant ma retraite, j'ai travaillé à l'automne. Donc, voilà. Et puis, c'est tout, non ? Ok, je te remercie, Annie. Et puis, bienvenue chez nous.
Le sujet suivant, nous allons aborder le vote du compte de gestion 2024 du budget principal. Donc, présentation faite par Monsieur Pascal Évin, adjoint. Non. Ah non, Madame Carlier. Donc, Madame Carlier, je vous laisse, on vous laisse vous installer et puis on va vous donner un micro pour que vous puissiez vous exprimer. Si vous voulez après, avant de présenter, dire un peu en quoi consiste votre mission, comme ça permettra... ouais, bah, éventuellement, comme ça tu peux te mettre en retrait. Ouais. Allez-y. Comme ça je maîtrise, le diaporama en même temps. Alors, pendant ce petit intermède technique, je vais commencer par me présenter. Donc déjà, merci Monsieur le maire de me permettre de m'exprimer devant vous ce soir. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Christelle Carlier, donc je suis conseillère aux décideurs locaux pour la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques. Donc je ne touche plus à rien. Donc rattachée à la trésorerie de Saint-Nazaire. Alors mon poste est un nouveau poste en tout cas, qui est mis en place maintenant depuis 2022. L'objectif, c'est effectivement de promouvoir et de conseiller les collectivités dans toutes leurs relations avec la Direction Générale des Finances Publiques. Donc ça peut aller aussi bien des conseils sur l'élaboration de leur budget, des éléments d'analyse financière et de résultats, ce que je vais un peu vous présenter ce soir, et puis aussi un appui éventuellement aux services administratifs pour tous les aspects finances. Voilà, donc je suis déjà intervenue dans plusieurs conseils municipaux pour présenter les résultats. Du coup, j'ai fait cette proposition à Monsieur le maire et à Monsieur Évin et Madame Barvel, donc qui m'ont invité avec grand plaisir. Alors. Voilà, donc l'objectif, c'est effectivement de permettre d'avoir une vision la plus réaliste et puis la plus objective de vos résultats de l'exercice 2024 et de vous présenter quelques éléments financiers également sur votre budget principal. On va voir si on revient, sinon je ferai sans filet. Ah, je ne bouge plus, je me dépêche. Pendant qu'il y a une stabilité des éléments. Donc, une présentation des résultats de l'exercice 2024 et quelques éléments financiers pour vous donner aussi un peu de perspective sur les évolutions, les grandes tendances qui peuvent se démarquer. Donc, dans un premier temps, j'ai fait un focus effectivement sur les résultats 2022-2024. C'est toujours bien d'avoir une petite profondeur historique pour voir l'évolution. Ce qui va nous intéresser pour l'exercice 2024, ça va être les deux colonnes qui sont les plus à droite. D'une part, on va avoir le résultat de l'exercice 2024. Donc le résultat de l'exercice, c'est vraiment les recettes moins les dépenses et l'exécution de l'année. Alors vous avez deux résultats, évidemment. Le résultat d'investissement qui est à 1 158 109,97 €. Donc un excédent en investissement, et en fonctionnement, vous avez aussi un excédent d'1 461 483,72 €. Donc ça, c'est vraiment le résultat de l'année, sachant qu'en comptabilité publique, évidemment, on cumule chaque année, tous les résultats qui se cumulent d'année en année depuis la création de la collectivité. Donc le résultat de clôture, c'est ces résultats cumulés d'année en année, en fonction des affectations que vous décidez. C'est donc ces résultats de clôture qui vont être soumises au vote tout à l'heure pour l'affectation du résultat notamment. Donc là, vous avez décidé de l'affectation en investissement un peu plus de 3 millions d'euros et en fonctionnement un peu plus de 2 millions d'euros. Si on revient effectivement sur les résultats vraiment de l'exercice 2024, ce qu'on peut voir, c'est effectivement une amélioration du résultat d'investissement. L'année dernière, vous aviez un résultat d'investissement qui était négatif. Il y avait un déficit d'environ 2 millions d'euros en investissement. C'est plutôt une situation plutôt normale pour une collectivité, puisque la plupart de vos recettes arrivent sur la section de fonctionnement. Après, il y a des mécanismes comptables qui permettent d'abonder
votre section d'investissement, mais c'est plutôt une situation normale d'une collectivité d'avoir un déficit en investissement, d'autant plus qu'il était déjà couvert par les excédents que vous avez pu constater précédemment. Donc cette année, par contre, sur 2024, on a un excédent en investissement, un peu plus d'1 million d'euros. Et en fonctionnement, on a également un excédent d'1,4 million. On voit que l'année dernière, en 2023, vous aviez un excédent d'1,5 million. Donc on peut voir qu'il y a la tendance est plutôt à un tassement, effectivement, de votre résultat de fonctionnement. Et on va voir pourquoi c'est important, effectivement, de surveiller ce sujet. Quelques éléments de contexte national, aussi pour vous donner un peu de perspective. Donc au niveau national, pour l'ensemble des communes, ce qu'on constate, c'est globalement une augmentation des dépenses de fonctionnement qui va être plus rapide, plus importante que l'augmentation des recettes. On va avoir une augmentation des recettes de 2,5%, une augmentation des dépenses de plus 4% par rapport à 2023. L'investissement reste dynamique, vraiment les dépenses d'investissement, les projets d'investissement ont une tendance à la hausse de plus 8,3%. La dette reste relativement stable, aux alentours de plus 1%. La capacité d'autofinancement, je vous détaillerai un peu ça par la suite, les capacités d'autofinancement diminuent. Une tendance à la baisse de 7,8% et la même tendance pour la capacité d'autofinancement net. Je vais vous détailler ça un peu plus pour votre collectivité. Si on regarde, on commence donc effectivement par regarder l'impact sur l'évolution des charges de fonctionnement. J'ai restitué à chaque fois la progression sur les exercices depuis 2020 pour voir un peu une tendance qui se dégage. 2019-2023, on avait une tendance à la hausse des charges de fonctionnement, un peu plus de 10% d'augmentation. Les charges réelles de fonctionnement s'établissent à 11,8 millions d'euros. Sur l'exercice 2024, on a toujours une tendance à la hausse qui se confirme, plus 6,58%. Alors, il y a des éléments d'explication conjoncturelle aussi. Vous connaissez, vous savez bien qu'il y a un contexte aussi plus général d'inflation des prix des matières premières, au niveau des charges de personnel qui sont aussi le principal poste de vos dépenses de fonctionnement. Il y a un impact qui est non négligeable de l'augmentation du point d'indice de la fonction publique, etc. Donc des éléments conjoncturels qui viennent aussi expliquer ces hausses. Mais donc globalement, sur 2024, une hausse d'un peu plus de 6% de vos charges de fonctionnement. Et un niveau, en analyse financière, on aime bien comparer, établir des ratios par habitant. Ça permet d'avoir une vision un peu plus synthétique, un peu plus dynamique. Et ça permet aussi de faire des comparaisons avec la strate de communes de la même strate que la vôtre. Les communes du département, entre 5 000 et 10 000 habitants, on compare à peu près qu'une quarantaine de communes. Alors, toutes choses égales par ailleurs, c'est des chiffres. Il y a des différences effectivement d'organisation au sein de chaque collectivité. Certains services qui vont être municipalisés chez vous, qui ne le seront pas dans d'autres collectivités. Voilà. Mais en tout cas, le fait de regarder les chiffres en tant que tels permettent effectivement de voir des ratios, de dégager des tendances et des comparaisons. Donc globalement, les charges de fonctionnement pour Montoire sont très supérieures à la moyenne départementale. Vous avez des charges qui s'établissent à environ 1 715 € par habitant, quand on a une moyenne départementale autour de 900 €. Donc structurellement, effectivement, des charges qui sont globalement lourdes en matière de fonctionnement. Bon, j'ai mis une petite annotation, parce qu'il y a une opération effectivement qui est venue cette année, une opération de régularisation purement comptable, qui est venue augmenter les masses de 160 000 € à peu près, mais ça n'empêche que la tendance reste quand même celle-là. Si on regarde dans le détail, vous avez les dépenses de personnel, une augmentation d'environ 4,24%. Alors on estime que la variation naturelle, on va dire l'augmentation naturelle des charges de personnel, c'est autour de 3%. Pourquoi ? Du fait de l'évolution des points d'indice, les prises de grade et d'échelon naturels, le vieillissement aussi de la structure du personnel. Donc voilà, on est autour normalement d'une évolution naturelle de 3%. Là, vous êtes un peu au-dessus de ce ratio. Les charges générales, surtout, donc ce qu'on appelle charges générales, ça va être vraiment toutes vos dépenses, les achats externes, les achats courants, également les subventions. Donc là, au niveau des charges générales, on a une augmentation d'un peu plus de 12% entre 2023 et 2024, avec notamment une augmentation du poste purement achats et charges externes, donc vraiment vos dépenses de fonctionnement courant,
les achats globaux, qui augmentent de plus 8,7%. Sur les charges financières, donc les intérêts de la dette, là on a une relative stabilité, moins 0,97%, donc pas d'évolution en tant que telle. Donc des charges à la hausse, des recettes de fonctionnement en contrepartie qui sont là aussi sur une tendance à la hausse. 2019-2023, recettes réelles de fonctionnement ont augmenté d'un peu plus de 4%, elles s'établissent à 14,6 millions d'euros. En 2024, à nouveau une tendance à la hausse, un peu plus de 5% par rapport à 2023. Vous avez donc des recettes réelles de fonctionnement qui s'établissent à 15,4 millions d'euros. Et là aussi, vos recettes réelles sont très supérieures à la moyenne départementale. On arrive à 2094 euros par habitant pour votre commune. La moyenne départementale est d'environ 1133 euros par habitant. Donc vous avez des recettes qui sont aussi d'un niveau très élevé par rapport à la strate départementale. Bon, les recettes de fonctionnement, vous les connaissez, hein. Principalement, ça va être les ressources fiscales, qui sont, comme dans toutes les collectivités, le principal poste de recettes, plus 2,8%. Les dotations participation, donc tout ce qui concerne les allocations compensatrices, les subventions qui peuvent être, les participations qui peuvent être versées par la CAF pour le périscolaire, plus 7,6%. Ce qu'on appelle les produits du domaine, voilà, ça va être justement les produits du périscolaire, des loyers éventuels, etc., plus 16%. Et puis, globalement, les produits divers, donc principalement le loyer de la gendarmerie, plus 7%. Voilà, donc des charges à la hausse, mais des recettes aussi à la hausse et d'un niveau élevé. Ce qu'on peut regarder, un des premiers indicateurs qu'on peut regarder, c'est ce qu'on appelle un ratio de rigidité des charges structurelles. En fait, on va regarder quelle est la part de vos dépenses incompressibles, hein, les charges de personnel, les intérêts de la dette, les participations, quelle est la part de ces dépenses obligatoires dans vos produits de fonctionnement. Au plus ce ratio va être élevé, au moins la collectivité aura de marge de manœuvre, puisqu'elle aura beaucoup de dépenses obligatoires à assurer. En termes d'analyse financière, on estime que ce ratio doit être autour de 55%, plutôt en dessous des 55%, hein, c'est mieux. Pour 2024, le ratio pour la commune de Montoire s'établit à 54,11. Donc on est quand même en dessous de ce seuil d'alerte de 55, mais pas si loin. Et surtout, ce qu'on remarque sur la période depuis 2020, c'est une tendance plutôt à la rigidification de ce ratio. Parce que vous avez du coup des charges qui sont de plus en plus contraintes et qui viennent peser de plus en plus sur ce ratio. Donc là, un point effectivement à surveiller. Une fois qu'on a regardé votre section de fonctionnement, on peut déterminer ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement, c'est purement et simplement vos recettes de fonctionnement de l'année moins vos dépenses de fonctionnement de l'année. On trouve la capacité d'autofinancement. Cette capacité d'autofinancement, son objectif, son but, c'est de financer dans un premier temps le remboursement de la dette en capital. On estime qu'un emprunt, vous ne pouvez pas rembourser un emprunt, financer un emprunt par un autre emprunt. C'est-à-dire que le remboursement en capital de votre dette doit être autofinancé par vos ressources propres. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à cet indicateur. Et puis s'il y a un reliquat effectivement de votre capacité d'autofinancement, dans ce cas-là, votre CAF sert à financer vos investissements. C'est pour ça qu'on insiste toujours sur la maîtrise de votre section de fonctionnement, parce que c'est là où vous pouvez dégager une marge de manœuvre et une capacité de financement interne pour vos investissements. Donc sur la période 2019-2023, on avait une tendance à la baisse de la CAF, un peu plus de 17%. La CAF s'établissait à 2,8 millions d'euros, ce qui représentait 388 euros par habitant, donc supérieur quand même à la moyenne de la strate. En 2024, effectivement, cette tendance à la baisse diminue d'environ 1%. Vous avez donc une capacité d'autofinancement de quasiment 2,8 millions d'euros. Donc on a donc une CAF brute qui reste importante, mais qui a quand même une tendance à la baisse, du fait d'une hausse des charges qui va être plus rapide que la hausse de vos produits. Un deuxième indicateur qu'on peut regarder, c'est la même chose, c'est la capacité d'autofinancement, mais cette fois-ci nette. On l'a dit, votre CAF, en premier, elle doit financer le remboursement de votre dette en capital. Donc la CAF nette, c'est simplement votre CAF brute moins
le remboursement de la dette en capital. Donc la CAF nette, c'est vraiment ce qui reste disponible pour financer vos équipements. Même tendance que la CAF brute, une baisse d'environ 17% sur la période 2019-2023 et une même tendance légèrement à la baisse de 2% entre 2023 et 2024. Exprimé en ratio, c'est parfois plus courant. On va utiliser un ratio au terme un peu barbare qui s'appelle le coefficient d'autofinancement courant. En fait, l'objectif, c'est de voir quelle est la capacité de la collectivité à financer en interne ses investissements. Donc sur 2024, ce ratio s'établit à 0,83. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 2024, pour 100 € de produits de fonctionnement encaissés, vous aviez 83 € qui étaient contraints, qui étaient destinés au financement de vos dépenses de fonctionnement. Et par contre, 17 € restaient disponibles pour financer vos dépenses d'équipement. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Donc 17 €, c'est un montant qui est quand même important, qui est supérieur à la strate départementale. Par contre, on voit qu'effectivement, ce ratio a plutôt tendance à se dégrader depuis 2020. Vous étiez à 0,79 en 2020, ça veut dire que vous aviez 21 € disponibles pour financer votre investissement. On voit en 2024, il ne vous reste plus que 17 €. C'est encore 17 €, ce n'est pas négligeable, mais voilà. Donc une tendance à surveiller et qui ressort effectivement notamment par la maîtrise de votre section de fonctionnement. On passe sur l'investissement, puisqu'on a dit la capacité d'autofinancement, son but, c'est de financer votre investissement. Donc justement, en 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, si on revient sur 2019-2023, on a eu un effort d'investissement important, 17 millions d'euros qui ont été consacrés vraiment aux dépenses nouvelles d'investissement. En 2024, à nouveau, un peu plus de 3 millions d'euros. Vous connaissez les opérations bien mieux que moi, l'extension du restaurant scolaire Jean Jaurès, des acquisitions foncières, restauration de l'église, etc. Exprimé en euros par habitant, on a un effort d'investissement sur l'année de 458 € par habitant, un effort supérieur à la moyenne départementale de 357 €. L'autre grand poste de dépenses en investissement, c'est le remboursement de la dette en capital. Donc là, vous avez une stabilité du remboursement des emprunts. Cette année, 226 000 € en 2024. Ce qui représente 31 € par habitant pour une strate départementale de 68 € par habitant. Donc une charge de la dette qui est aussi bien en capital qu'en intérêt, qui est plutôt contenue. Les recettes d'investissement, qu'est-ce qui a été encaissé, qu'est-ce qui a permis de financer sur l'année? Les deux grands postes de financement vont être les subventions, les dotations que vous pouvez percevoir sur l'année. Donc si on revient toujours sur la période 2019-2023, on va avoir des subventions à hauteur de 389 000 € et des dotations à hauteur de 3 millions. Sur 2024, ça se décompose cette fois-ci. Donc les dotations, on va avoir le FCTVA, le fonds de compensation de la TVA, qui est en fait le reversement d'une partie de la TVA qui avait été supportée par la collectivité sur les investissements de l'année précédente. Vous avez également touché des taxes d'aménagement. Donc ça, à peu près les deux pour 1 million d'euros, et des subventions, 169 000 € pour différents postes. Sur la période 2019-2024, il n'y a aucun nouvel emprunt qui a été souscrit. Sur le désendettement, justement, on voit en 2024 donc 226 000 € remboursés en capital, 295 000 € en intérêt. Au 31 décembre, vous avez un encours de la dette qui est d'environ 7 millions d'euros. On voit effectivement un profil d'extinction de la dette qui est relativement lent, puisque vous avez effectivement l'emprunt bail, on va dire, pour la gendarmerie qui a un plan d'amortissement relativement lent. Mais néanmoins, on retrouve un indicateur qui est intéressant, qui s'appelle la capacité de désendettement. C'est une construction intellectuelle, c'est vraiment un outil pour réussir à vous comparer avec d'autres collectivités. On imagine que vous voulez consacrer la totalité de votre capacité d'autofinancement de l'année pour rembourser votre dette. Donc si vous vouliez faire ça, ça veut dire qu'il faudrait consacrer 2 ans et demi de votre capacité d'autofinancement pour rembourser votre dette. Ça permet de se comparer et on estime qu'entre 3 et 6 années, c'est le signe justement d'un endettement qui est maîtrisé. Donc vous êtes en dessous
de ce seuil minimum de 3 années, donc il n'y a pas d'alerte là-dessus. Mais on voit bien que ce ratio est calculé sur votre CAF. Donc si votre CAF se dégrade, ce ratio va s'aggraver également. Donc c'est pour ça qu'on revient encore sur l'importance de la maîtrise de votre section de fonctionnement. Si on regarde un peu plus maintenant sur un des autres moyens aussi de financer votre investissement, c'est ce qu'on va appeler le fonds de roulement. Globalement, le fonds de roulement, c'est les réserves qui ont pu être faites du fait des recettes et des dépenses en investissement, qui donc vont rester durablement dans les résultats, enfin dans la comptabilité de la collectivité. Et en fait, quand on regarde le fonds de roulement, on voit quel est l'objectif, quel est l'impact de votre politique d'investissement sur ce fonds de roulement, sur vos réserves durables. Est-ce que vous avez prélevé sur ce fonds de roulement, ce qui veut dire que dans ce cas-là, vous avez dépensé plus en investissement que ce que vous n'avez encaissé, ou au contraire, est-ce que vous avez abondé ce fonds de roulement parce que, au contraire, vous avez dépensé moins que ce que vous n'avez eu comme ressources. Alors, le fonds de roulement, dans tous les cas, ne peut pas être négatif. Il ne doit pas non plus être trop important. L'objectif d'une collectivité n'est pas non plus de thésauriser à l'infini. Voilà. La bonne solution, c'est une bonne solution de père ou de bonne mère de famille, c'est-à-dire d'avoir un fonds de roulement qui est suffisant pour avoir une sécurité, mais qui peut néanmoins être mobilisé régulièrement. Pardon ? C'est 60 jours de charge. Voilà, on va le voir juste après. Ouais. Donc votre fonds de roulement, sur la période 2019-2023, il a été globalement abondé sur la période de 760 000 €. Il y a eu des prélèvements qui ont été opérés, les années où vous avez fait des opérations d'investissement plus importantes, notamment sur l'exercice 2023. Mais c'est l'objectif du fonds de roulement, c'est de pouvoir aussi financer une partie de vos investissements. Donc il n'y a pas de signe néfaste ou négatif là-dessus. Sur 2024, votre fonds de roulement, vous l'avez cette fois-ci abondé de 660 000 €, puisque vous aviez des ressources qui n'ont pas été complètement mangées, entre guillemets, par vos dépenses d'investissement. Donc ça, c'est la tendance sur plusieurs exercices. Votre fonds de roulement, au 31 décembre 2024, il s'établit à 5,3 millions €. Donc là, comme nous disait M. Evin, on a des seuils. Le seuil d'alerte, c'est votre fonds de roulement ne doit pas être inférieur à 60 jours de charge. Votre fonds de roulement doit vous permettre de faire face à 60 jours de charge de la collectivité. Donc le seuil minimum est 60 jours, vous êtes à 154 jours. Donc il n'y a pas d'alerte à ce niveau-là. Vous avez un seuil un fonds de roulement qui est suffisant et qui en tout cas n'est pas non plus pléthorique, ce qui est un peu son objectif. Pas d'inquiétude non plus au niveau de votre trésorerie, qui pareil au 31 décembre s'établit à 5,2 millions €, qui n'a pas de seuil d'alerte, pas de risque de rupture de trésorerie. En conclusion, donc, sur cette petite étude, ce qu'on peut voir sur l'exercice 2024 et également sur la période antérieure 2019-2023, on peut voir que la hausse des charges de fonctionnement est plus rapide que la hausse des produits, ce qui entraîne un tassement significatif de votre capacité d'autofinancement brut. Cette capacité d'autofinancement reste cependant à un niveau élevé. Vous êtes à environ 2,7 millions € au 31 décembre 2024, notamment parce que vous avez des produits de fonctionnement qui sont d'un niveau très élevé. Donc ça permet de limiter la hausse des charges. Autre point positif, c'est un endettement qui est maîtrisé, environ 2,5 années de CAF qu'on a pu voir. Vous avez aussi un fonds de roulement qui est significatif, qui a été consolidé et sollicité au fil de la période, mais qui s'établit à la fin de l'exercice à 5,3 millions €. Donc c'est aussi une réserve de financement qui pourra être sollicitée de manière utile pour vos investissements. En conclusion, sur l'exercice de 2025, à mon sens, s'il y a un point de vigilance à avoir, c'est effectivement sur le maintien de la marge d'autofinancement. Parce que comme on l'a vu, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qui vous permet d'avoir une marge et de dégager des produits pour votre investissement. Et on a vu que c'était une section, justement, la section de fonctionnement, qui se tendait de plus en plus, dans un contexte aussi de plus en plus contraint. Mais donc, en tout cas, s'il y a une vigilance à avoir, c'est effectivement sur la maîtrise de votre section de fonctionnement pour garder cette capacité d'autofinancement qui est significative dans votre collectivité.
Voilà ce que je pouvais vous dire. Je sais pas si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Merci Madame Carlier pour la clarté de vos explications. Après, c'est toi qui reprends la main. Ok, d'accord. Donc, vu le CGCT, notamment les articles L 1612-12 et L 2121-17, après avoir entendu donc l'adjoint aux finances présenter le compte de gestion 2024, en fait c'est Madame Carlier qui l'a fait, du budget principal de la commune, préciser que ce document est en parfaite concordance avec le compte administratif de l'année 2024, rappeler que ce document retrace côté trésorerie pour l'année écoulée les dépenses telles qu'elles ont été réellement effectuées et les recettes telles qu'elles ont été encaissées, indiquer que le résumé de l'exercice 2024 fait apparaître un excédent global de 5 253 787,71 €. Considérant l'avis de la Commission finances du 13 février 2025, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver le compte de gestion 2024 du budget principal de la commune, qui se résume ainsi. Donc, résultat de clôture 2024 pour l'investissement 3 192 303,99 € et pour la section de fonctionnement 2 61 483,72 €, ce qui donne un global de 5 253 787,71 €. Et donc, l'extrait du compte de gestion 2024 figure en annexe 1 des documents qui vous ont été remis. Merci Pascal. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur ce sujet? Je ne vois pas de main qui se lève. Donc je la soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Sur le sujet suivant, sur le vote... Ah pardon, excuse-moi. Qui est Joël? Ah ok, d'accord. Ok. Donc 2 abstentions. Donc sur le sujet suivant, c'est le vote du compte administratif 2024 du budget principal. Donc présentation faite toujours par Monsieur Pascal Évin. Et je dois m'absenter et je donne la présidence de cette assemblée à Michel Molin, notre premier adjoint. Donc, vu le CGCT, notamment les articles L 1612-12, L 2121-14 et L 2121-17, comme précisé dans l'article L 2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire, même s'il n'est plus en fonction, peut assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. Sous la présidence de M. Michel Molin, premier adjoint, après avoir entendu l'adjoint aux finances et marchés publics présenter le compte administratif de l'année 2024 du budget principal, même si ça a été fait par Mme Carlier encore une fois, préciser que ce document est en parfaite concordance avec le compte de gestion 2024, rappeler que ce document retrace côté ville pour l'année écoulée les dépenses telles qu'elles ont été réellement effectuées et les recettes telles qu'elles ont été encaissées, indiquer que le résumé de l'exercice 2024 fait apparaître un excédent global de 5 253 787,71 €. Considérant l'avis de la Commission finances du 13 février 2025, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver le compte administratif 2024 du budget principal de la commune, qui se résume ainsi. Donc, sur la section d'investissement, résultat de clôture, encore une fois, 3 192 303,99 € et pour la section de fonctionnement, 2 61 483,72 €, sachant qu'il y a un reste à réaliser, donc qui concerne l'investissement, pour un montant net de 3 343 931,93 €. Donc là, c'est pareil. Vous avez les annexes 2 et 2.1 donc, qui étayaient cette délibération. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Tu peux chercher. Merci, madame. Merci Madame Carlier, bon retour chez vous. Merci encore. Le sujet suivant, c'est l'affectation du résultat 2024 au budget principal de la ville. Présentation faite toujours par Monsieur Pascal Évin, adjoint aux finances et aux marchés publics.
Après avoir entendu l'adjoint aux finances et marchés publics rappeler à l'Assemblée municipale les résultats de l'exercice 2024, donc résultat de clôture en investissement 3 192 303,99 €, résultat de fonctionnement 2 061 483,72 € et donc résultat global 5 253 787,71 €. Présenter les états des restes à réaliser au 31 décembre 2024 ci-après résumé. Donc en dépenses d'investissement, 3 498 718,79 € et en recettes, 154 786,86 €, ce qui donne un montant net de restes à réaliser 2024 reporté sur 2025, 3 343 931,93 €. Et donc proposer l'affectation du résultat de fonctionnement suivante dûment visé du comptable public. Affectation d'une partie du résultat de fonctionnement en investissement, donc au compte 106.8, 1 061 483,72 €. Résultat reporté à la section de fonctionnement en R002, 1 million. Et donc solde d'exécution positif de la section d'investissement reporté en R001, 3 192 303,99 €. Considérant la délibération sur le vote du compte administratif du budget principal en date de ce 28 février 2025, considérant l'avis favorable de la Commission finances du 13 février 2025, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'affectation des résultats 2024 tels que présentés. Merci Pascal. Y a-t-il des observations ou des commentaires sur cette délibération ? Je n'en vois pas, je la soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Monsieur Jouan. Je vous remercie. Le sujet suivant concerne le vote du compte de gestion 2024 du budget annexe production d'électricité photovoltaïque. Présentation faite par Monsieur Pascal Évin, toujours adjoint aux finances et aux marchés publics. Vu le CGCT, notamment les articles L 1612-12 et L 2121-17, après avoir entendu l'adjoint aux finances présenter le compte de gestion 2024 du budget annexe production d'électricité photovoltaïque de la commune, préciser que ce document est en parfaite concordance avec le compte administratif de l'année 2024, rappeler que ce document retrace côté trésorerie pour l'année écoulée les dépenses telles qu'elles ont été réellement effectuées et les recettes telles qu'elles ont été encaissées, indiquer que le résumé de l'exercice 2024 fait apparaître un excédent de 38 485,12 €. Considérant l'avis de la Commission finances du 13 février 2025, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver le compte de gestion 2024 du budget annexe production d'électricité photovoltaïque de la commune, qui se résume ainsi. Donc, résultat de clôture 2024, en investissement 35 379,61 € et en fonctionnement 3 105,51 €, ce qui donne un global de 38 485,12 €. Merci Pascal. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur ce compte de gestion des panneaux photovoltaïques? Je ne vois pas de main qui se lève. Je soumets ça à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, comme pour le vote du compte administratif du budget principal, pour le vote du compte administratif du budget annexe production d'électricité photovoltaïque, je dois m'absenter et je laisse la présidence à Michel Molin. Vu le CGCT, notamment les articles L 1612-12, L 2121-14 et L 2121-17, comme précisé dans l'article L 2121-14 du CGCT, dans les séances où le compte administratif est débattu, le conseil municipal élit son président. Le maire peut assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. Sous la présidence de M. Michel Molin, premier adjoint, après avoir entendu l'adjoint aux finances et marchés publics présenter le compte administratif de l'année 2024 du budget annexe production d'électricité photovoltaïque de la commune, préciser que ce document est en parfaite concordance avec le compte de gestion 2024, rappeler que ce document retrace côté ville pour l'année écoulée les dépenses telles qu'elles ont été réellement effectuées et les recettes telles qu'elles ont été encaissées, indiquer que le résumé de l'exercice 2024 fait apparaître un excédent global de 38 485,12 €. Considérant l'avis de la Commission finances du 13 février 2025, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver le compte administratif 2024 du budget annexe production d'électricité photovoltaïque de la commune, qui se résume ainsi.
Donc, section d'investissement, résultat de clôture 35 379,61 €. Et pour la section de fonctionnement, 3 105,51 €. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? J'en vois pas. Je vous remercie. Le sujet suivant concerne la présentation du rapport d'orientation budgétaire 2025, présentation faite par M. Pascal Évin, adjoint aux finances et aux marchés publics. Donc en fait, pour cette présentation, je vais reprendre les planches qui ont été présentées lors de la commission finances du 13 février, au moins les planches principales. Donc ça concerne le budget principal. Donc on commence par la section de fonctionnement, avec tout d'abord quelques éléments du contexte actuel. 2 mesures particulières vont peser sur le budget 2025 de la commune. Tout d'abord, l'augmentation de 3 points du taux de cotisation employeur à la CNRACL, qui est en fait la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Cette hausse, prévue se répéter sur 3 ans, produira son plein effet en 2025 et son impact est estimé à 110 kg. D'autre part, on va être impacté par le dispositif, alors le DILICO, c'est le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales. Le principe est une retenue sur la recette de la ville pouvant aller jusqu'à 2% de ces recettes fiscales en fonction de ce potentiel financier. Pour Montoire, l'impact est estimé à 280 kg, sachant que normalement, ce prélèvement doit faire l'objet d'un remboursement par tiers en 2026, 2027 et 2028. En fait, plutôt que de recourir à une augmentation de la fiscalité, nous faisons le choix de financer ces mesures par une diminution de notre CAF qui se trouvera amputée à un minima de 390 kg. À fin 2025, la CAF pourrait ne représenter que 12,7% des recettes réelles de fonctionnement contre 17,5% actuellement. Pour autant, cette décision devra s'accompagner d'un contrôle particulièrement sévère de l'évolution de nos dépenses dans un contexte économique difficile où les dépenses de fonctionnement ont tendance à évoluer plus rapidement que les recettes. Les taux de fiscalité prévus pour 2025 sont les suivants, donc ils sont inchangés par rapport à 2024. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 25,81%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 25,55%. Et donc taxe d'habitation sur la résidence secondaire, 15,87%. Concernant les dépenses de fonctionnement, donc en première lecture, les charges de gestion courante évoluent de 4,5% entre 2024 et 2025. Donc c'est le pourcentage qui est encadré dans le cercle rouge. Après la neutralisation de l'écriture de 2024 de 161 kg, la progression globale n'est plus que de 3,25%, soit 416 813,07 € au lieu des 577 975,74 € affichés sur cette page. Le chapitre concerné par l'écriture de régularisation est le chapitre 65, qui affiche une diminution de 210 030,71 €, alors qu'après neutralisation de l'écriture de régularisation, la diminution sur ce chapitre est de 48 868,04 €, ce qui fait en fait une diminution de 2,87%. Par contre, on a 2 chapitres qui sont en forte augmentation. Ce sont ceux qui sont surlignés en jaune. Tout d'abord, le chapitre 14, atténuation de produits. L'augmentation est en fait liée uniquement à l'impact du DILICO dont on vient de parler, donc plus 280 kg €. Et donc la seconde augmentation porte sur le chapitre 12, charges de personnel, mais là il y a un focus spécial qui va être fait sur les pages suivantes. Concernant l'évolution des charges à caractère général, donc l'augmentation très relative de ce chapitre de 2,5% est le résultat de compensation entre en fait une nature comptable qui diminue de manière importante. C'est le compte 606, achats non stockés de manière et fournitures, qui pourrait diminuer de 86 kg €. Et par contre, on a d'autres natures comptables qui sont en forte augmentation, notamment les contrats de service, plus 24 kg €, les primes d'assurance, plus 27 kg €. Donc ça représente quand même pratiquement 40% d'augmentation par rapport à 2024 sur cette nature-là. Et on a également une augmentation importante sur le compte 618, donc divers,
du fait d'un versement de 30 kg € à des organismes de formation en faveur du personnel. Autre chapitre de dépenses, le chapitre 65, autres charges de gestion courante. Donc, le tableau du haut permet de comparer l'évolution par nature comptable entre 2024 et 2025. Donc, de nature comptable sont essentiellement concernées. Donc, ce sont les valeurs qui sont surlignées en jaune. Le compte 657, subventions, qui diminue de 113,2 kg € et le compte 658, charges diverses de gestion courante, qui lui diminue de 115,4 kg €. Les tableaux en dessous donnent le détail des contenus de chacune de ces natures comptables. Donc pour le compte 657, l'écart entre 2024 et 2025 s'explique essentiellement par le décalage en 2026 du chantier de réhabilitation du 3 rue de Normandie pour 100 kg €, une diminution de la subvention CCAS de 30 kg € en relation avec les résultats constatés à la fin 2024. Et par contre, on a une augmentation des subventions aux associations de 25,8 kg €. Par contre, pour le compte 658, l'écart entre 2024 et 2025 s'explique essentiellement par l'écriture de régularisation de 2024, qui bien sûr disparaît en 2025 pour 161 kg €. Par contre, on a une dépense supplémentaire, à savoir l'indemnité d'éviction prévue pour le cheval blanc de 50 kg €. Un petit focus comme prévu sur l'évolution des charges de personnel en 2025. Pour 2025, le prévisionnel est de 8 457 399 €, soit une hausse de 5,5% par rapport à 2024, ce qui représente un montant de 439 kg €. Les principaux éléments constitutifs de l'évolution des charges de personnel pour l'année 2025, hausse de 3 points du taux de cotisation, donc CNR-ACL, qui passe de 31,65% à 34,65%, donc pour un montant de 110 kg €, sachant que la même hausse de 3 points est prévue en 2026, 2027 et 2028. La mise en place de la prévoyance sur la base des accords nationaux pour un montant de 54 kg € au lieu de 12,5 kg € en 2024, soit une augmentation de 41 kg € Le changement d'assurance statutaire par suite de la dénonciation du contrat, augmentation donc du montant qui passe initialement de 42 546 à 75 000 €. Donc ça fait une augmentation de 32 454 €. Avancement de grade pour 10 kg € et d'échelon pour 19 kg €. Ces différents éléments représentent un sous-total de 212 kg €. Et on a également des évolutions liées au recrutement et renforts divers. Recrutement d'une directrice du service aménagement et projet, effet en année pleine d'un agent en renfort au CCAS, du poste de direction du pôle citoyenneté et les loisirs, de la mise à disposition de la DRH par la Carène, de la création de 2 postes d'apprentis, ainsi qu'un départ en retraite pour l'année qui a été réalisé fin 2024. Et donc, cette seconde partie d'évolution représente un montant de 159 kg €. Concernant les recettes de fonctionnement, donc globalement, les recettes de gestion courante de 2025 sont en léger recul par rapport à 2024, donc moins 1,8%. Ça représente 291 kg €, mais hors écriture de régularisation, ce recul n'est plus que de 130 kg €. Et donc le recul n'est plus que de 0,82%. Le chapitre 73, c'est-à-dire le chapitre impôts et taxes, n'évolue pas par rapport à 2024, puisqu'il n'y a pas d'évolution des taux de fiscalité entre 2024 et 2025. Et par contre, la forte diminution du chapitre 74, donc dotation, subvention, participation, de moins 150,3 kg € est à mettre en relation avec l'écriture de régularisation de 2024 de 161 kg €. Hors écriture de régularisation, l'augmentation prévue sur ce chapitre n'est que 10,9 kg €, soit plus 0,2%. En fait, au global, la perte de recettes est essentiellement au chapitre 13, atténuation de charges, donc relatif au remboursement des charges de personnel, donc notamment à la maladie et aux heures de délégation. Donc, concernant les soldes intermédiaires de gestion, donc, ces courbes présentent l'évolution des différents ratios en 2025.
et traduit en fait le fait qu'en 2025, les dépenses de fonctionnement sont en augmentation, plus 518 kg euros, alors que les recettes de fonctionnement sont en léger recul, de moins 291 kg euros. Donc la somme de ces deux montants donne un total de 809 kg euros, qui représente l'évolution de la CAF brute entre 2024 et 2025, qui passerait ainsi de 2 797 kg euros à fin 2024 à 1 988 kg euros à fin 2025. Et donc, cette CAF brute ne représenterait effectivement que 12,7% des recettes réelles de fonctionnement. Concernant le budget d'investissement de 2025, donc au niveau des dépenses, c'est la partie gauche du tableau, on retrouve essentiellement deux natures. Donc, tout d'abord, les dépenses financières qui correspondent au remboursement en capital des emprunts pour 243,5 kg euros, ainsi que les dépenses d'équipement, 5 349 kg euros, dont le détail va être donné page suivante. Au niveau des recettes, donc c'est la partie droite du tableau, on prévoit des subventions d'investissement à hauteur de 826 kg euros. À noter également dans les recettes financières, on retrouve la partie de résultats de fonctionnement 2024 affectée en investissement. Donc elle se retrouve au niveau du compte 106.8 excédent de fonctionnement capitalisé pour un montant de 1 061 483,72 euros. Donc, concernant le détail par opération du budget d'investissement, donc sur ce tableau, on retrouve le montant global du budget d'investissement 2025 évoqué dans la page précédente pour un montant de 5 349 kg euros, auquel se rajoute le montant du reste à réaliser 2024 reporté sur 2025 pour un montant de 3 499 kg euros. Au total, le montant du budget d'investissement 2025 s'élève à 8 848 kg euros, sachant que les montants relatifs aux APCP seront mis à jour lors de la présentation du BP définitif prévu lors du prochain conseil municipal, donc qui se déroulera au mois de mars. Donc voilà pour ce qui concerne la présentation du budget 2025. Là, je vais revenir aux délibérations, à la proposition de délibération, donc elle se trouve page 10. Alors, je reprends la lecture au total. Oui, d'accord. Donc, page 10. Considérant l'avis de la Commission Finances du 13 février 2025, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir prendre acte que le débat relatif aux orientations budgétaires 2025 a bien eu lieu à l'appui du présent rapport et valider les orientations budgétaires présentées. Merci Pascal pour la clarté des propos. Y a-t-il des avis, des commentaires, des observations? Oui, Monsieur Plissonneau, je vous donne la parole. Merci. J'avais un commentaire et je voulais revenir sur notamment la commission finances du 13 février. Et lors des échanges que l'on a pu avoir, il a été émis à un moment donné par l'adjoint aux finances une possibilité peut-être d'avoir un recours à l'emprunt qui était potentiellement de 4 millions pour le projet Jean Jaurès. Et dans notamment les documents que l'on a reçus, on ne trouve pas cette ligne potentielle de 4 millions parce qu'on est quand même sur un rapport budgétaire qui nous emmène et qui nous projette éventuellement jusqu'à 2027 sur certains documents, certaines feuilles, et on ne trouve pas cette ligne-là. Alors, est-ce que c'est un oubli ou est-ce qu'on a souhaité pas... En fait, on ne parle que des prévisions 2025. Donc, effectivement, l'emprunt de 4 millions d'euros, c'est quelque chose qui a été prévu, mais on n'a pas besoin de le mobiliser en 2025. Donc, c'est pour ça qu'on ne le mentionne pas. Et compte tenu du contexte politique actuel, en fait, normalement, le prélèvement qui est fait sur nos recettes en 2025 doit être remboursé en 2026, 27, 28. Mais là, il y a encore une zone d'incertitude. Donc, plutôt que de se lancer, on a préféré ne pas le mentionner. Mais le PPI, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on avait prévu de présenter à l'horizon effectivement 2027. Mais là, en fait, il y a trop d'incertitudes et puis on n'a pas de prévision suffisamment étayée pour s'avancer. C'est simplement pour ça. Non, parce que je suppose que le projet Jean Jaurès
va continuer, va perdurer, et que ça ne va pas se faire uniquement qu'avec l'autofinancement des comptes de la ville. Il va bien falloir à un moment donné apporter et injecter une aide un peu plus importante. Tu as entièrement raison, Pascal. Donc, de toute façon, aujourd'hui, donc le projet de Jean Jaurès vous sera présenté normalement au prochain conseil municipal, puisque les architectes viendront pour le présenter. Effectivement, on aura besoin d'un recours à l'emprunt, parce que compte tenu de l'investissement, on ne pourra pas l'autofinancer. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore à l'heure actuelle, suivant le cadencement et la temporalité du projet, à quel moment on va emprunter. Est-ce qu'on va emprunter en 2026 ou en 2027 ? À ce stade, je ne peux pas vous le dire. Mais de toute façon, cet emprunt, il est dans les tuyaux, puisque de toute façon, on sera bien obligé de le faire, parce que l'autofinancement ne suffira pas. Donc, entièrement d'accord. C'est important de savoir, parce que dans la projection, on sait qu'à un moment donné, ça va arriver, quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Oui, Monsieur Jouan. Oui. Donc, les dépenses de personnel, donc 2023-2024 ont augmenté de 4,5%, 341 000 euros. 2024-2025, plus 5,5%, 439 000 euros, soit plus de 10% d'augmentation là, en 2 ans. C'est énorme pour une ville de notre strate. Les recettes de fonctionnement donc, sont en baisse aussi de 1,8%, alors que les dépenses sont en hausse de 3,9%. Et l'évolution des salles intermédiaires de gestion, donc l'épargne nette, sont en baisse, 12,7 en 2025 contre 17,5 en 2024. De ce fait, nous voterons contre, au vu de cette présentation, du budget donc d'orientation budgétaire 2025. Et ce budget n'est pas à la hauteur de la commune, même après une énorme pression fiscale qui a eu lieu l'an passé. OK, merci de ces observations. Y a-t-il d'autres interventions de votre part ? Je ne vois pas de main qui se lève, donc je soumets cette délibération à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Ah bah, avis contraire ? Ben, faut que tu lèves la main, Joël. Avis contraire, Monsieur Jouan. Des abstentions ? OK, je vous remercie. Le sujet suivant concerne le tableau des effectifs avec la mise à jour et les modifications. Présentation faite par Monsieur Didier Talbourdel, adjoint aux ressources humaines. Bonsoir à tous. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, notamment sur l'article L. 313-1, précisant que les emplois à chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant, vu l'avis de la Commission aux ressources humaines du 7 février 2025, vu l'avis du comité social territorial du 13 février 2025, vu le tableau des effectifs, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au bon fonctionnement des services, considérant les éléments de contexte qui conduisent à proposer des modifications de tableau des effectifs, certains mouvements de personnel intervenus en 2024 n'ont pas fait l'objet de délibérations modificatives du tableau des effectifs, alors que les agents sortants et entrants étaient titulaires de grades différents, introduisant ainsi des décalages entre les emplois créés et les emplois pourvus. C'est le cas d'un poste de directrice de pôle loisirs de citoyenneté, créé sur un grade d'attaché et pourvu par un attaché principal, et d'un poste d'auxiliaire de puéricultrice de classe supérieure, remplacé par un agent titulaire de la classe normale, suite au départ en disponibilité de l'agent auparavant en poste. Par ailleurs, la collectivité a enregistré plusieurs départs en fin d'année 2024, début d'année 2025, dans le cadre de retraite, de décès, de démission, de mutation ou de disponibilité qui ont occasionné des recrutements intervenant sur des grades différents. Enfin, dans le cadre de modifications apportées dans l'organisation des services et afin d'en assurer le bon fonctionnement, la collectivité a procédé à des modifications et à des créations de postes. Ces mouvements de personnel nécessitent d'ajuster le tableau des effectifs en conséquence. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir décider la création de postes suivants: un poste d'attaché principal à temps complet, un poste d'auxiliaire de puéricultrice de classe normale à temps complet, 2 postes d'adjoint technique à temps non complet, respectivement à 15,4 35e et 19,6 35e, 5
poste d'adjoint technique à temps complet, un poste d'agent de maîtrise à temps complet, un poste d'ingénieur principal à temps complet. Et la suppression des postes suivants, un poste d'attaché à temps complet, un poste d'auxiliaire de puéricultrice de classe supérieure à temps complet, un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet, un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet, un poste de technicien principal de première classe à temps complet, un poste d'agent de maîtrise à temps complet, un poste d'agent de maîtrise principal à temps complet, un poste d'adjoint d'animation principal pour première classe à temps complet, un poste d'adjoint du patrimoine principal première classe à temps complet. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la collectivité. Merci Didier. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette délibération? Je ne vois pas de main qui se lève, donc je soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne le rapport social unique 2023, présentation faite par M. Didier Talbourdel, adjoint aux ressources humaines, sachant qu'il vous a été adressé. Et je vous propose de ne pas balayer le PPT parce qu'on va terminer très tard ce soir. Mais vous pouvez vous référer et si vous avez des questions, on sera bien entendu à votre disposition pour y répondre. Et pour aller un peu plus loin, Thierry, on en a parlé en commission RH, il y a eu une synthèse de fait, commission RH et au CST, la synthèse était claire et précise, donc si jamais vous souhaitez l'avoir, la synthèse, normalement ceux qui sont présents à ces commissions-là l'ont eu, il n'y a pas de souci, mais autrement on va passer l'année. Didier, je suis d'accord avec toi, mais il y a des gens qui ne sont pas à la commission RH et au CST. Et c'est pour ça qu'il est bien de préciser qu'on tient le document à disposition si besoin s'en fait sentir. Selon les dispositions de l'article L. 231-1 du Code général de la fonction publique, les administrations mentionnées à l'article L2 du même code doivent élaborer chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues au chapitre 3 et au chapitre 1 du livre 4, déterminant la stratégie pluriannuelle du pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public. Le rapport social unique est établi à partir d'une liste d'indicateurs contenus dans la base de données sociales et porte sur 14 thématiques relatives. La première, à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Deuxième, au parcours professionnel. Le troisième, au recrutement. Le quatrième, à la formation. La cinquième, aux avancements et la promotion interne. La sixième, à la mobilité. La septième, à la mise à disposition. La huitième, à la rémunération. La neuvième, à la santé et à la sécurité au travail, incluant des aides à la protection sociale complémentaire. Le dixième, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le onzième, à la diversité. Le douzième, à la lutte contre les discriminations. Le treizième, aux handicaps. Le 14e à l'amélioration des conditions et la qualité de vie au travail. Conformément à l'article L. 231-4 du Code général de la fonction publique, le rapport social unique prévu à l'article L. 231-1 est présenté à l'Assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 4, après avis des comités sociaux territoriales. Le rapport social unique a été présenté à la Commission ressources humaines le 7 février 2025 et au comité social territorial le 13 février 2025, vu le Code général de la fonction publique, notamment les articles L. 231-1 et L. 231-4, vu la présentation du rapport social unique au comité social territorial du 13 février 2025, considérant que le rapport social unique doit faire l'objet d'une présentation à l'Assemblée délibérante de la commune, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport social unique 2023 de la ville de Montoire de Bretagne. Vous avez en annexe les documents. Merci Didier. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette délibération? En plus, c'est pour prendre acte, il n'y a même pas de vote de délibération. Donc, je te remercie Didier. Le sujet suivant concerne le protocole d'accord du temps de travail au sein des services municipaux. Et ça concerne plus précisément la modification de l'annexe du service médiathèque. Présentation faite par M. Didier Talbourdel, adjoint aux ressources humaines. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47, vu le décret numéro 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié
relatif au congé annuel. Vu le décret numéro 2000-815 du 25 août 2000, modifié relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État. Vu le décret numéro 2001-623 12 juillet 2001, modifié et pris par l'application de l'article 7-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, et relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Vu la délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2021 relative à l'instauration des 1607 heures et approuvant le nouveau protocole d'accord du temps de travail au sein des services municipaux. Vu l'avis de la Commission ressources humaines du 7 février 2025. Vu l'avis du Comité social territorial en date du 13 février 2025. Considérant que les agents du service médiathèque ont sollicité une modification de leur rythme de travail avec l'accord de leur responsable de service, leur souhait est de pouvoir diminuer leur temps de travail hebdomadaire afin de bénéficier de semaines de travail moins chargées avec, en contrepartie, une diminution du nombre de journées de RTT attribuées dans l'année. Ainsi, les semaines de travail passeront de 36h30 à 36 heures, générant 6 jours de RTT au lieu de 9 jours jusqu'à présent. Cette demande de modification n'a pas d'impact sur les horaires d'ouverture et la médiathèque et sur l'organisation des temps de présence pour assurer l'ouverture et la fermeture du site. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver la modification du temps de travail des agents du service médiathèque telle qu'elle est décrite dans l'annexe jointe à la présente délibération. Dire que l'annexe visée vient se substituer à celle figurant au protocole d'accord de la gestion du temps de travail et de la mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail approuvé le 16 décembre 2021. Les horaires d'ouverture de la médiathèque demeurent inchangés. Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 36 heures, générant 6 jours de RTT par an. Les emplois du temps sont fixes mais individualisés pour répondre aux obligations de service, ouverture au public, accueil des collectivités, etc. Ils sont organisés sur 3 cycles de 5 jours, 4 jours et demi et de 4 jours. Les horaires de travail sont compris entre 8h30 et un quart d'heure après la fermeture du public, ce qui correspond jour par jour à le mardi de 8h30 à 12h45, 13h30, 18h45, le mercredi 8h30, 12h45, 13h30, 18h45, le jeudi 8h30, 12h30, 13h15, 8h15, le vendredi 8h30, 12h30, 13h15, 8h15, samedi 9h, 12h45. Le cycle de travail sont organisés de la façon suivante. 3 semaines à 36h30 sur 4 jours et demi, 1 semaine à 32h30 sur 4 jours. Ce temps de travail hebdomadaire génère un solde de 21 heures, soit 3 jours, à réaliser pour atteindre les 1607 heures. Ces heures pourront être affectées soit le lundi en présentiel ou en télétravail, en journée ou en demi-journée, entre 8h30 et 18h, soit dans le cadre des plannings hebdomadaires d'ouverture au public, en dehors des heures supplémentaires réalisées au-delà de ces ouvertures, en cas de besoin lié à la continuité du service ou à des missions spécifiques, soit dans le cadre de formations qui peuvent avoir lieu le lundi. Chaque mois, le responsable de service prévoira avec les agents de besoin de service pour organiser des heures à effectuer et à différencier les heures supplémentaires. Le chef de service est garant du respect des obligations de travail annuelles de chaque agent. La médiathèque propose des animations dans l'année en dehors des heures d'ouverture publique, notamment en soirée, et s'adapte aux horaires des partenaires pour participer aux divers projets, samedi après-midi, dimanche ou lundi. En fonction de l'animation de ces heures, sont réalisées par une ou plusieurs bibliothécaires. Elles font l'objet d'heures supplémentaires qui donnent lieu à des récupérations. Les cycles et les horaires individuels sont organisés pour assurer les ouvertures et fermetures de services publics avec un minimum, sauf exception, congés, formations, réunions extérieures. 1 personne à l'ouverture de la médiathèque et 2 personnes à la fermeture. Modalité de récupération des journées de RTT. À la fin de première semaine de l'année, la moitié du forfait horaire devra avoir été effectué et la moitié des jours RTT posés. Le chef de service est chargé de la mise en œuvre des nouvelles modalités d'organisation du temps de travail. Merci Didier. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette organisation de la médiathèque? Je ne vois pas de main qui se lève, donc je la soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie.
Le sujet suivant concerne l'armement létal de la police municipale, présentation faite par moi-même. Vu le Code de sécurité intérieure et notamment les articles L511-5, L511-5-1, L512-1 à L512-7, vu la convention de mise à disposition d'agents de police municipale de Montoire-de-Bretagne au profit de la commune de Saint-Malo-de-Guersac, conclue le 23 décembre 2022 entre les maires des communes de Montoire-de-Bretagne et de Saint-Malo-de-Guersac, vu la convention communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État conclue le 13 septembre 2023 entre le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique et les maires des communes de Montoire-de-Bretagne et de Saint-Malo-de-Guersac, les missions de police municipale de Montoire-de-Bretagne s'accomplissent de jour et parfois de nuit, ou bien souvent les agents sont primo-intervenants. Les situations que rencontrent ces derniers sont de plus en plus tendues, étant confrontés à un public de plus en plus difficile. Les agents de la police municipale n'ont pas les mêmes missions que les militaires de la gendarmerie, mais ils sont confrontés aux mêmes événements. Aussi, afin de garantir leur sécurité dans l'accomplissement de leurs tâches, mais aussi la sécurité des usagers face à une éventuelle menace, le maire souhaite demander l'autorisation d'acquisition et de détention de 4 armes de catégorie B1, pistolets semi-automatiques 9 mm et de leurs munitions. Cette demande s'inscrit dans le cadre de la convention de coordination signée avec la gendarmerie et de la convention de mise à disposition des agents de police municipale de la commune de Montoire-de-Bretagne au profit de la commune de Saint-Malo-de-Guersac, validée par les 2 assemblées délibérantes des communes concernées et signée par les maires de 2 communes. Le maire sera donc désigné comme autorité à acquérir, détenir et conserver les armes et les munitions. Ces armes seront détenues et conservées au poste de police municipale de Montoire-de-Bretagne. Elles seront entreposées dans une armoire forte dédiée, munitions à part, conformément à l'article L511-32 du Code de la sécurité intérieure. Les agents de la police municipale seront soumis à une formation préalable obligatoire. Vu l'avis de la commission sécurité du 19 février 2025, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver la dotation des agents de police municipale en armement létal de type pistolet automatique 9 mm et de leurs munitions, et autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Voilà pour cette délibération. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette délibération? Monsieur Pétrel, non? Allez-y. Oui, je vous en merci. prie. J'ai parfaitement conscience du niveau de délinquance dans ce pays, mais franchement, je me demande si c'est bien utile par rapport à la réalité de la délinquance au quotidien à Montoire, telle qu'elle existe actuellement, aux missions de la police municipale. Il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas de tuerie, on n'est pas à Grenoble, on n'est pas à Lyon, à Bordeaux. Alors, dans le cadre d'un braquage comme celui du bureau de tabac rue Jean Jaurès il y a quelques mois, on avait affaire à des gens apparemment, d'après ce que j'ai compris, qui étaient lourdement armés, qui sont prêts à tirer la plupart du temps. Je crois que maintenant ils n'hésitent plus pour la plupart. Et je crois que l'armement que vous voulez leur donner ne sera pas dissuasif. C'est un armement qui est léger et qui ne fera pas le poids en fait par rapport à ce type d'armes lourdes, à ces armes lourdes qui sont utilisées maintenant par ces délinquants. Alors maintenant, je sais que c'est une demande de beaucoup de policiers municipaux qui sont pour la plupart d'anciens policiers, d'anciens gendarmes. J'ai absolument aucun problème avec les armes. J'ai été instructeur tir à l'armée. Ça ne me pose pas de problème, mais ça me gêne beaucoup. Pour cette commune, c'est pas ce qu'on avait prévu, vraiment. Et je trouve qu'il y a une espèce de surenchère, là, qui peut-être correspond aussi au niveau de violence extrême. Mais il y a aussi un point que je voudrais indiquer, c'est que quand un policier ou même un gendarme fait usage de son arme, la justice en fait le condamne systématiquement. Enfin, j'ai des exemples en tête où on a 4 ans de prison avec sursis. On a alors rappelez-vous cet individu qui est Naël, qui s'est comporté comme un petit voyou. Mais alors le policier a sorti une arme, mais est-ce que cet individu méritait la mort? Je ne crois pas.
Et ça me fait un peu peur, en fait, même si j'ai conscience que les policiers municipaux sont tout à fait aptes à utiliser ce type d'armement. Mais, alors je ne suis pas contre, mais je suis comme le président Macron là, sur ce dossier, je ne me décide pas et je m'abstiendrai. Donc, voilà, merci. Merci, Monsieur Pétrel. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, commentaires? Monsieur Plissonneau. Oui, moi je n'ai pas trop d'avis sur ce sujet. J'ai bien conscience d'être à l'affût de tout ce qui peut se passer aujourd'hui dans toutes les villes et dans toutes les communes. Avant, on avait plutôt tendance à dire ça n'arrive que dans les grandes communes. Sauf que maintenant, ça arrive aussi un peu partout, conscient qu'il y a du trafic partout. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on ait un support, c'est qu'on ait un rapport d'activité qui soit donné pour déjà informer le travail qui est fait notamment de la police municipale en accord et en amont, je dirais, avec la gendarmerie, parce qu'on a quand même la chance d'avoir une caserne de gendarmerie sur la commune, et je suppose que les deux organismes doivent bien travailler ensemble, pour qu'on ait du contenu et qu'on puisse prendre une décision, je dirais, en notre âme et conscience par rapport à ce rapport qui aurait pu nous éclairer dans ce choix-là. Quel est aujourd'hui le pourcentage de la délinquance sur la commune? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agressions? Est-ce qu'il y a beaucoup de vols? Voilà, il y a un flou un peu total. On arrive là un peu en demandant l'armement au niveau du service. Oui, pourquoi pas. Mais si on avait eu, je dirais, des choses concrètes qui nous auraient permis notamment de prendre cette décision, je pense que ça aurait été beaucoup plus performant. Merci de vos réflexions. Alors moi, on va parler clairement. Au début de notre municipe, en 2020, ça avait déjà été évoqué, puisqu'il y avait déjà, même je pense que du temps de votre ancien municipe, ça avait déjà été fait, enfin il y avait déjà eu des demandes de fait de la police municipale. Et c'est vrai qu'à l'époque, nous n'étions pas pour cet armement. Aujourd'hui, il faut s'adapter. Quand on regarde aujourd'hui dans les statistiques, mais je laisserai Stéphane Orlaville s'exprimer parce qu'il a une expérience et je pense que c'est intéressant qu'il puisse la partager. 60% des policiers municipaux aujourd'hui en France sont armés. 60% de nos policiers municipaux sont armés. Et quelle que soit l'orientation politique, parce que des fois il y a des sujets, enfin bref, suivant l'orientation politique, on va dégainer, sachant aussi que la plupart des gendarmes ou des policiers municipaux qui sont possesseurs d'une arme ne l'ont jamais utilisée, et fort heureusement. Quand on regarde aujourd'hui les situations d'urgence comme les attaques à main armée ou des menaces, avoir des policiers municipaux armés, c'est quand même une arme de dissuasion et c'est une réponse rapide et efficace. Sur ce qui se passe à Montoire, moi je reçois le rapport de la gendarmerie toutes les semaines. Je peux vous assurer que, heureusement qu'il n'y a pas de dégâts parce que ces gens-là font preuve d'un professionnalisme, mais pas plus tard que début février, une personne à Montoire a failli se faire kidnapper avec une arme sur la tempe pour qu'on lui pique sa voiture. Heureusement, elle a pu s'échapper et s'enfermer chez elle. Et heureusement aussi, nos caméras de vidéoprotection ont permis d'arrêter ces individus. Donc, je rajouterais aujourd'hui que nos policiers municipaux, donc ils sont 4, les 3/4, donc 3 agents sur 4, sur leurs anciennes fonctions, ils étaient équipés d'armes. Et donc c'est une demande de leur part. Et moi je les comprends parce que, et je vais laisser la parole à Stéphane qui va s'exprimer sur le sujet. Quand on regarde ce qui se passe, si je prends Mulhouse, alors Mulhouse c'est pas Montoire de Bretagne, je suis entièrement d'accord avec vous. Quand je regarde, j'ai vu les images comme vous avez pu les regarder aussi, des policiers municipaux qui ont ceinturé une personne, ils étaient armés. Ils n'ont pas fait usage de leur arme parce qu'ils font preuve aussi de discernement. Donc moi, je fais toute confiance à nos policiers municipaux. Ça nécessite aussi qu'ils aient une formation. Elle sera programmée de toute façon. Mais je vais quand même laisser Stéphane, puisque je lui ai demandé de venir au Conseil pour pouvoir s'exprimer.
Stéphane a été gendarme aussi de la garde républicaine, donc avec tout le prestige que ça apporte. Mais je vais le laisser parler. Vas-y Stéphane, pour répondre aux inquiétudes de M. Pétrel et de M. Plissonneau. Bonsoir à tout le monde. Donc oui, j'ai servi à la garde républicaine, mais également en gendarmerie départementale. Donc j'ai l'expérience et de la police judiciaire et du maintien de l'ordre. Alors il est vrai que l'armement des polices municipales est un débat qui dure depuis de nombreuses années. Et avec l'évolution de la situation dans le pays, la situation sécuritaire globale, de nombreux maires ont fait le choix d'armer leur police municipale. Alors, comme l'a rappelé monsieur le maire tout à l'heure, nous n'avons pas les mêmes missions que la police nationale ou que la gendarmerie nationale. En revanche, nous sommes confrontés aux mêmes événements sur la voie publique. Nous sommes plus en contact avec le tissu local de la population que nos amis gendarmes et policiers. Donc en fait, on a un taux d'occupation de la voie publique qui est largement supérieur à la police nationale ou à la gendarmerie. Donc, de fait, on se retrouve confronté naturellement plus souvent aux événements graves de voie publique. C'est ce qu'on appelle être primo-intervenant sur des incidents. L'événement dont parlait monsieur le maire tout à l'heure, avec la dame qui s'est fait braquer par 2 hommes cagoulés avec exhibition d'une arme de poing, ça ne s'est pas passé à 2 h du matin ou à 3 h du matin, ça s'est passé à 9 h moins 10 à Montoire de Bretagne. Voilà. Une personne qui s'est jetée sur 3 policiers, qui a failli les blesser, ça s'est passé à Duny. Alors Duny, je connais bien parce que c'est là où est stationné l'escadron motocycliste de la garde républicaine. C'est une ville de taille moyenne. Donc des policiers à pied se font agresser par un homme qui menace de les blesser au couteau. Ils ripostent avec un pistolet impulsion électrique dans le cadre de la réponse graduelle aux actes d'agression. Et là, ça ne fonctionne pas. Le PIE rate sa cible dans la confusion avec l'effet tunnel. Les dardillons passent à côté. L'homme se jette sur les policiers et commence à faire usage de leur couteau. Ben là, ils n'ont pas eu d'autre choix que de faire usage de l'arme létale. Donc s'ils n'avaient pas eu d'arme létale, on aurait eu des blessés graves, voire des morts. Après, il y a sa propre sécurité en tant que policier, mais il y a aussi pouvoir assurer la protection des concitoyens. Maintenant, on est dans un monde qui a évolué de la violence à la barbarie. Il faut en être conscient. De plus en plus de gens sont armés d'armes de guerre et font usage de leurs armes sur les concitoyens, sur leurs rivaux dans le cadre du trafic de drogue, mais également sur ceux qui portent un uniforme, que ce soit des pompiers, des ASVP, comme on l'a vu à Mulhouse, ou des policiers. Et les gens ne font pas la différence entre un policier national, un policier municipal et un gendarme. À partir du moment où on porte un uniforme, on est clairement identifié sur la voie publique et pour ces délinquants-là, on devient une cible. Donc, pour neutraliser un individu, même avec une Kalachnikov, on prend le cas d'Aurélie Fouquet qui arrive il y a longtemps maintenant, c'était en 2012, qui arrive sur un lieu de fuite de braquage, d'auteur de braquage avec son collègue. Ils se font prendre un parti. La voiture est mitraillée, ils descendent de la voiture, ils veulent se protéger, ils n'ont pas d'armes. Les délinquants, les braqueurs font le tour de la voiture et exécutent Aurélie Fouquet. Donc peut-être que si elle avait eu une arme, un pistolet, elle aurait peut-être pu tenter de se défendre ou au moins maintenir à distance les braqueurs le temps que la police nationale, la gendarmerie ou tout du moins des renforts arrivent et elle serait peut-être vivante actuellement. Voilà. Donc en fait, on voit aussi à Mulhouse, les policiers municipaux qui, dans un premier temps, sortent leurs armes, voyant que ça peut présenter un risque collatéral vis-à-vis de la population, rengainent leurs armes, attendent les renforts et interviennent. Donc on n'est pas des têtes brûlées, on n'est pas des cow-boys,
On a une formation qui fait partie des formations les plus dures actuellement en tant qu'utilisateur d'armes létales. Nos collègues de la police nationale et nos gendarmes, quand ils viennent voir nos formations, sont un peu bouche bée parce qu'en fait, on met le curseur très très haut pour la police municipale. Alors tant mieux, puisque ça crédibilise aussi notre profession. Et ça fait en sorte que les policiers municipaux qui sont armés soient bien formés et fassent usage des armes avec tout le professionnalisme et l'engagement personnel et pénal que ça peut représenter. Merci Stéphane de ton témoignage. Monsieur Pétrel, vous voulez reprendre la parole? Oui, merci beaucoup. Votre avis est essentiel, c'est évident. Je voudrais savoir si vous avez, vous, en tant que chef de la police municipale, besoin de cet armement. Alors, on a mis en place une vidéosurveillance, c'est bien. C'est vrai que vous avez des choses qui vous permettent de vous défendre, mais qui ne sont pas forcément très suffisantes. Vous n'avez pas de pistolet à impulsion électrique, par exemple, et vous en avez, et ça ne vous suffit pas, en fait, c'est ça, c'est pas suffisant. Vous n'avez pas de caméra piéton, est-ce que vous sentez que vous avez besoin, vous et vos collègues, de cet armement qui est quand même pas anodin, quoi? Alors, on est équipé de pistolets à impulsion électrique, on est équipé de caméras piétons. Un pistolet à impulsion électrique, la portée, c'est moins de 7 mètres. Une personne avec un couteau qui veut vous sauter dessus, à moins de 7 mètres, elle vous touche. Voilà. On voit aussi, donc on a une réponse face à une agression qui est vraiment limitée. Et plus on s'éloigne de l'adversaire avec le pistolet à impulsion électrique, moins on a de chance de le toucher, puisqu'en fait, on a une dispersion des deux dardillons qui augmente forcément avec la distance. Voilà. Donc, encore une fois, dans le cadre des formations des policiers municipaux, on nous apprend à nous servir d'une arme létale avec tout le professionnalisme et toute la responsabilité qui est inhérent à l'usage d'une arme qui peut entraîner la mort. Et on en est tous conscients, et même si on est doté de cette arme-là, on espère ne jamais s'en servir. C'est une responsabilité importante que d'avoir une arme létale à la ceinture. Merci Stéphane. À titre d'illustration, mais après Stéphane pourra vous répondre, mais la plupart des gendarmes qui composent la brigade de gendarmerie de Montoire, ils n'ont jamais ils ont sorti leurs armes, mais ils n'ont jamais fait usage de leurs armes. Alors après, avec ton expérience, Stéphane, peut-être au niveau de ton passé, est-ce que tu as eu un exemple où tu as assisté à des choses? Voilà, c'est intéressant aussi que tu puisses partager ton expérience. Alors, auparavant, à la garde républicaine, je faisais partie de ce qu'on appelle une équipe légère d'intervention, où on fait des domiciliations au profit de la gendarmerie départementale, c'est-à-dire qu'on va faire des perquisitions à 6 h du matin, on casse les portes et on rentre pour appréhender des auteurs de crimes et délits graves. Donc là, forcément, on a l'arme de sortie. On a l'arme prête à faire feu. Après, en gendarmerie départementale, ça m'est arrivé 4 fois de sortir mon arme, dont une fois où on intervient sur l'alerte, c'est un cambriolage en cours dans une société avec possibilité de séquestration. Donc là, oui, effectivement, on sort l'arme et on fait une progression telle qu'on l'apprend dans les écoles de gendarmerie et dans le milieu militaire en appui mutuel et on sécurise l'ensemble des bâtiments. Mais je n'ai jamais utilisé mon arme à proprement parler en service. Merci Stéphane d'avoir éclairé un peu nos lanternes. Donc s'il n'y a pas d'autres commentaires ou observations, Monsieur Lelièvre, allez-y. Excusez-moi. Je voulais juste dire que je comprends vos interrogations. On a eu les mêmes interrogations que vous
sur l'utilisation, enfin le port de l'arme létale. Et pour ça, nous, on s'est fait conseiller par des gens, enfin on a rencontré des personnes qui sont entre autres la capitaine de gendarmerie de Montoire, ainsi que le colonel. Et puis on a eu dans le cadre de notre mandat, on a rencontré le GIGN, et les trois nous ont dit qu'il fallait que notre PM soit armé. Maintenant, vu les risques qu'ils encouraient, l'utilisation, enfin le port de l'arme létale était une obligation. Donc on ne l'a pas fait comme ça. On a été conseillé avant tout pour savoir si on devait armer ou pas notre police municipale. Voilà ce que je voulais juste dire. Merci Patrice pour ces échanges. Après, vous pourrez poursuivre les échanges avec Stéphane Orlaville. Il reste à votre disposition et sans aucun problème. Donc, s'il n'y a plus de commentaires et d'observations, je mets cette délibération à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires pour cet armement létal? Y a-t-il des abstentions? Une abstention? Je vous remercie. Et merci Stéphane d'avoir rallongé ton temps de travail pour pouvoir assister à notre conseil municipal. Et merci pour les éclairages. Sans transition, parce que là, c'est un peu plus léger, on va dire. Renouvellement d'autorisation d'occupation du domaine public portuaire AOT Rive du Brivet. Présentation faite par M. Michel Molin, adjoint à l'urbanisme. Stéphane, si tu veux t'absenter, tu peux y aller. Et merci encore. Il est rappelé l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public portuaire délivrée à la commune de Montoire. Cette autorisation d'une superficie de 11 483 m² est située sur la rive du Brivet, telle que délimitée au plan ci-dessous. L'autorisation est délivrée en vue de maintenir et d'exploiter divers aménagements, dont les pontons destinés à la plaisance. L'autorisation actuelle est arrivée à échéance au 31 décembre 2024 et nécessite donc un renouvellement. L'autorisation est consentie pour une période de 5 ans, s'établissant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029. Elle fait l'objet d'une redevance annuelle dont le montant s'élève en 2024 à 391,30 € hors taxe et s'élève à 404,06 € hors taxe pour 2025. Le montant de la redevance est inscrit au budget de fonctionnement à l'article 6132-831. Il est proposé aux membres du Conseil d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le renouvellement de cette autorisation d'occupation du domaine portuaire. Vous avez les documents en annexe 7. Vu le Code des transports, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et le décret du 9 octobre 2008 transformant le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire en grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, vu le décret du 23 novembre 1983 portant délimitation de la circonscription du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant l'avis favorable de la Commission urbanisme-environnement du 16 janvier 2025, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention objet de la présente délibération et tout document y afférent. Merci Michel. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette délibération? Je ne vois pas de main qui se lève, donc je la soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne toujours des mutations foncières cession-acquisition sur la rue Jean-Baptiste Curet, ou Curette, suivant d'où on est. Ici, on dit Curette. Présentation faite par M. Michel Molin, adjoint à l'urbanisme. Les parcelles ZD 623P et 616P, situées route des Prés de Gris, appartiennent au domaine privé de la commune. Les parcelles ZD 623 et 616, d'une superficie respective de 140 m² et 208 m², sont classées en zone UBA1 du PLUI. Une partie de chaque parcelle fait l'objet d'une demande d'acquisition d'environ 50 m² par le propriétaire des parcelles mitoyennes ZD 575 et 576. Pour régularisation du foncier du fait de la présence de réseaux, la commune doit acquérir une partie des parcelles ZD 575P et 576P d'environ 10 m². La commission urbanisme-environnement du 13 novembre 2024 et du 16 janvier 2025 a donné un avis favorable. France Domaine a évalué le bien assorti d'une marge d'appréciation entre 90 et 100 € du mètre carré et la commission urbanisme-environnement a retenu le prix de 100 € au mètre carré.
vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29, vu l'évaluation de France Domaine en date du 16 décembre 2024, vu l'avis favorable de la Commission Urbanisme Environnement du 13 novembre 2024 et du 16 janvier 2025, considérant l'accord du demandeur pour la mutation au prix de 100 € auquel s'ajoutent les frais de géomètre ainsi que les frais d'acte. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver la cession des parcelles ZD 623P et 616P aux propriétaires des parcelles ZD 575P et 576P de la surface exacte, dont la surface exacte sera définie après bornage. L'acquisition de 10 mètres carrés pour régularisation du foncier des parcelles ZD 575 et 576P, la surface exacte sera définie après bornage. Le prix d'acquisition ou cession à 100 € du mètre carré, et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Merci Michel. Est-ce que cette mutation foncière apporte des commentaires ou des observations? C'est mon dérapage professionnel. Je ne vois pas de main qui se lève et je la soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne toujours des mutations foncières avec une cession CISN à la commune A300 et 307 située rue de l'Île de Gron. Présentation faite par Michel Molin, adjoint à l'urbanisme. Le bailleur social CISN a effectué un travail de définition des limites de ses propriétés pour la cession des logements opération de l'Île de Gron. Ainsi, des échanges entre la commune de Montoire et le bailleur CISN, confortés par les relevés établis par le cabinet et géomètre AG, ont fait apparaître des contradictions entre l'usage et la propriété du sol. Dans ces échanges, il est apparu utile de régulariser les situations par acquisition à l'euro symbolique pour les opérations présentées en annexe 9 et 9.1. En accord avec le bailleur CISN et sur la base de plans établis par géomètre, sont proposées à l'euro symbolique les mutations suivantes. Cession CISN à la commune de Montoire, rue de l'Île de Gron, parcelle AN 300 d'une superficie de 7 mètres carrés, selon limite définie par la clôture espace vert. Parcelle AN 307 d'une superficie de 49 mètres carrés, selon limite définie, 2 places de stationnement et espace vert incluant un lampadaire et une borne à incendie. Les frais d'acte seront répartis entre le bailleur social et la commune. Vu les contradictions observées sur certaines limites de propriété de CISN et le domaine communal, vu la délibération du bailleur CISN en date du 19 décembre 2024, vu l'avis favorable de la commission urbanisme environnement du 16 janvier 2025, considérant la volonté de régulariser, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir statuer sur les mutations foncières suivantes à l'euro symbolique, rue de l'Île de Gron, parcelle AN d'une superficie de 7 mètres carrés, selon limite définie par la clôture espace vert, parcelle AN 307 d'une superficie de 49 mètres carrés, selon limite définie, 2 places de stationnement et espace vert, incluant un lampadaire et une borne à incendie. Accepter le partage des frais d'acte à 50%. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Merci Michel. Y a-t-il des observations ou des commentaires sur cette délibération? Je ne vois pas de main. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne toujours des mutations foncières 2024, le bilan des cessions, acquisitions. Plutôt que d'énumérer toutes les acquisitions et les cessions, vous les avez en annexe, je vous propose de faire un vote groupé, si vous en êtes d'accord. Ça vous va? OK? Michel? Voilà. Donc. Je suis gentil. Hein? Oui, merci, monsieur le maire. Donc, vu l'article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que le bilan des acquisitions et cessions réalisées par la commune ou une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec la commune donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Vu les tableaux des mutations foncières pour un montant global de cession pour 110 212 euros, vu les tableaux des mutations foncières pour un montant global d'acquisition pour 246 720 euros, vu l'avis favorable de la commission urbanisme environnement du 16 janvier 2025,
Considérant que ces mutations réalisées en 2024 par la commune de Montoire de Bretagne s'inscrivent dans une démarche d'optimisation ou de valorisation foncière, de régularisation des domanialités de réaménagement du centre-bourg, dans le cadre d'opérations de production de logements, objectif du PLH, considérant que ces documents a donc pour objet de donner une juste appréciation de la réalité des opérations foncières réalisées sur l'année 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir reconnaître le bien fondé de ces mutations. Et bien voilà. Merci Michel, ça s'arrêtait là. C'était parti. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Je vous présente désormais cette délibération qui concerne l'état récapitulatif des indemnités des élus versées en 2024 pour information. Donc, présentation faite par moi-même. Donc, la loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement de la vie locale et à la proximité de l'action publique, en son article 93, prévoit que chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en leur sein, et au sein de tout syndicat au sens des livres 7 et 8 de la 5e partie ou de toute société mentionnée au livre 5 de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. La même obligation est appliquée aux EPCI, suivant l'article L5211-12-1, aux départements, selon l'article L3123-19-2-1, et aux régions, suivant l'article L4135-19-2-1. En matière de transparence, les communes établissent désormais chaque année un état représentant l'ensemble des indemnités dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de l'ensemble de leurs responsabilités, y compris au sein de syndicats mixtes, de sociétés d'économie mixte locales, sociétés publiques locales ou des sociétés d'économie mixte à opération unique. Les élus municipaux de la ville de Montoire de Bretagne ne perçoivent pas d'indemnité au titre de sociétés d'économie mixte locale ou de sociétés publiques locales. Vous trouverez en annexe 10 la liste des montants bruts des indemnités perçues au titre de l'année 2024 par les élus siégeant au conseil municipal. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir prendre acte de cette information. Donc, il n'y a pas de sujet à voter, c'est juste de prendre acte. Le sujet suivant concerne la transparence de la vie publique, les avantages en nature pour information, donc présentation faite toujours par moi-même. Les outils NTIC, autrement dit nouvelles technologies de l'information et de la communication et repas. L'article L2123-18-1-1, deuxième alinéa, dispose que tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative. Il est précisé que l'avantage en nature n'est pas constitué au sens des juridictions financières si cette utilisation revêt un caractère négligeable. La circulaire du 1er juin 2007 indique que si l'utilisation des NTIC peut constituer un avantage en nature, celui-ci sera négligé lorsqu'il correspond à une utilisation raisonnable de ces outils pour la vie quotidienne. À ce jour, une flotte de téléphones mobiles est mise à disposition du maire, des adjoints et conseillers délégués, ainsi qu'à des agents pour les besoins des services. Des téléphones mobiles sont également mis à disposition pour les astreintes des élus et des agents. La liste nominative est annexée à la présente délibération en annexe 11. Certains élus municipaux dont la liste est précisée en annexe 11.1 disposent d'une tablette mise à disposition par la ville. Dans ce cas, l'avantage en nature peut être négligé dès lors que les outils mis à disposition par la ville sont destinés à un usage professionnel ou que leur utilisation découle d'obligations ou de suggestions professionnelles. Concernant les repas, il est précisé que lorsque la fourniture de repas résulte d'obligations professionnelles, exemple personnel en charge de la surveillance d'enfants, elle n'est pas considérée comme un avantage en nature. Il est également précisé que les repas pris en mission entrent dans le champ des frais de déplacement professionnel. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver la liste des avantages en nature telle que définie par la présente, ainsi que la liste des bénéficiaires annexée à la présente en annexe 11 et annexe 11.1.
Sur la mise à disposition de véhicules, l'article 34 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a intégré au Code général des collectivités territoriales un article qui dispose que, selon les conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou agents de la commune lorsque l'exercice de leur mandat ou de leur fonction le justifie. Vu l'article L. 2123-18-1-1 du CGCT premier alinéa, aujourd'hui, il n'existe aucun véhicule de fonction sur la commune. Des véhicules de service sont mis à disposition d'agents avec autorisation de remisage à domicile pour nécessité de service concernant la DGS et des agents d'astreinte. Il est précisé que dans le cadre de leur mission, certains agents et élus peuvent être exceptionnellement et ponctuellement autorisés à remiser un véhicule de service à domicile sur autorisation de leur chef de service ou du maire, notamment dans le cadre de missions à l'extérieur. Il est également précisé que dans le cas d'une autorisation de remisage à domicile, l'usage privatif du véhicule est strictement interdit, à l'exception du dépôt d'enfants de conjoints dans le cadre du trajet domicile-travail. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir préciser que dans le cadre de leur mission, certains élus ou agents peuvent être exceptionnellement et ponctuellement autorisés à remiser un véhicule de service à domicile sur autorisation de monsieur le maire ou du chef de service. Préciser que les agents d'astreinte et la DGS sont autorisés à remiser le véhicule de service à domicile pour nécessité de service. Préciser que dans le cas d'une autorisation de remisage à domicile, l'usage privatif du véhicule est strictement interdit, à l'exception du dépôt d'enfants de conjoints dans le cadre du trajet domicile-travail. Voilà pour ces avantages. Et là, il faut délibérer. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur le sujet ? Bon, c'est une délibération habituelle tous les ans, mais c'est bien de le dire et de le répéter et d'informer la population de ce qui se passe. Comme je ne vois pas d'observation ni de commentaires, je vous demande d'approuver cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant, c'est pour information, le rapport d'activité 2023 de la SPL Sonadev Territoire Public. L'article L. 1524.5, 7e alinéa du Code général des collectivités territoriales prévoit que les organes délibérants des collectivités locales et actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis par leurs représentants au conseil d'administration des sociétés publiques locales, SPL. Ce rapport fait ensuite l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. Il est précisé que ce rapport d'activité a été adressé au préalable par voie électronique à l'ensemble des élus et qu'il est également consultable au secrétariat général. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez eu cette information-là par mail et que vous avez la possibilité de le consulter? Je ne vois pas de main qui se lève, donc c'est que tout le monde est d'accord. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 1524.5, 7e alinéa, il est donc demandé à l'Assemblée générale de bien vouloir prendre acte du rapport d'activité de la SPL Sonadev, territoire public, pour l'exercice 2023. Donc le rapport d'activité en annexe 12 a été adressé par voie électronique. Sur le même sujet, mais cette fois-ci concernant la STRAN, l'article L. 1524.5, 7e alinéa du Code général des collectivités territoriales prévoit que les organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis par leurs représentants au conseil d'administration des sociétés publiques locales. Ce rapport fait ensuite l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. Il est précisé que ce rapport d'activité a été adressé au préalable par voie électronique à l'ensemble des élus et qu'il est également consultable au secrétariat général. Là aussi, je pense que tout le monde l'a reçu, sauf avis contraire de ma part. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 1524.5, 7e alinéa, il est donc demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir prendre acte du rapport d'activité de la STRAN pour l'exercice 2023. Le sujet suivant, c'est le compte-rendu des décisions concernant l'article L. 2122-22 du CGCT. En application de la délégation qui m'a été donnée par le conseil municipal en date du 10 juillet 2020, 4e alinéa, en vertu de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, je vous rends compte des décisions qui ont été prises. Décision du 20 septembre 2024, signature d'un contrat de maintenance de 2 écrans LED d'information pour une année à compter du 20 septembre 2024, renouvelable 3 années par tacite reconduction.
L'attributaire est la SAS Techniled qui se situe à Paris pour un montant annuel de 2 000 € hors taxe. Une décision du 28 octobre 2024, signature d'un contrat de maintenance des ascenseurs de la salle Bonnefontaine et de l'Hôtel de Ville pour une année à compter du 1er janvier 2025, renouvelable 3 années par tacite reconduction. L'attributaire est la société Otis située à Carquefou pour un montant annuel de 1 219 € hors taxe. Une décision du 28 octobre 2024, signature d'un contrat de maintenance de l'EPMR de la médiathèque pour une année à compter du 1er janvier 2025, renouvelable 3 années par tacite reconduction. Cela concerne Otis à Carquefou pour un montant annuel de 213 € hors taxe. Décision du 5 novembre 2024, signature d'un contrat d'accès au logiciel à atelier salarial pour le service ressources humaines pour 3 ans à compter du 7 janvier 2025. L'attributaire est la société Adélis qui se situe à la Beige, dans le département 31, pour un montant annuel de 3 680 € hors taxe. Décision du 9 décembre, signature d'un contrat de maintenance des portes et portails des bâtiments communaux pour une année à compter du 1er janvier 2025, renouvelable tacitement 3 fois une année. L'attributaire est la société TK Elevator France qui est située aux Sorinières pour un montant annuel de 2 490 € hors taxe. Enfin, une décision du 5 février 2025, c'est la signature d'un contrat de maintenance des IPBX de l'Hôtel de Ville et du bâtiment de l'OSCM pour une année à compter du 1er janvier 2025, renouvelable tacitement 2 fois une année. L'attributaire, la société Celia qui se situe à Orvaux pour un montant annuel de 2 508 € hors taxe. Et en annexe, vous avez le renouvellement des recettes perçues au titre du fonctionnement des cimetières. Pour le renouvellement, un total de 720 €. Pour l'achat, nouvelle concession, case plaque commémorative, pour 4 740 €. Il me reste un dernier point à voir avant de vous libérer. Nous avons reçu le rapport de la Chambre régionale des comptes et on vous l'a envoyé par mail et il est disponible aussi en version papier pour ceux qui le souhaitent. Le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la Carène, conformément à l'article L243.8 du Code de juridiction financière, présentation au plus proche conseil municipal qui suit le conseil communautaire qui a eu lieu le 4 février 2025. Vous trouverez 6 juin le rapport ainsi que le projet de délibération. Au vu des délais très courts pour prendre connaissance du rapport, et nous nous en excusons par avance, je vous propose que la question puisse être évoquée à nouveau, si vous le souhaitez, lors du conseil municipal du 27 mars. Pour mémoire, le conseil municipal doit seulement prendre acte de la présentation du rapport. Je vous prie de croire, mesdames, messieurs, en l'assurance de mes considérations distinguées. C'était le courrier qui était adressé au rapport de la Chambre régionale des comptes. Voilà, nous en avons fini avec le conseil municipal de ce jour. Merci encore à toutes et à tous pour votre participation active. Merci à nos journalistes d'être nous honorer de leur présence. Et merci encore à notre vidéaste qui est toujours là. Et on remercie pour la qualité de la retransmission. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Pour les pêcheurs à pied, c'est les grandes marées. Et on va avoir au moins 4 ou 5 jours de beau temps. Donc on va pouvoir profiter du soleil. Ça va nous faire du bien. Merci à toutes et à tous.